il y a quelque chose de fondamental qui se produit, qui a aussi une base démographique. Aujourd'hui, le monde laïque en Israël, dit de gauche, mais en fait qui est l'élite qui a les moyens économiques et les places centrales du pouvoir, se sentent menacés du fait que, au niveau démographique, ils ont moins d'enfants que les familles religieuses, et donc ils savent qu'ils ne pourront pas reprendre le pouvoir de manière démocratique. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème cette semaine un sujet d'actualité brûlante, les dangers du gouvernement des juges en Israël. Pour en parler, avec nous en ligne, le docteur Ephraim Herrera. Je rappelle que vous êtes spécialiste, entre autres, de l'islam, et puis vous êtes aussi, un observateur, un analyste avisé de la scène politique et sociologique israélienne. Vous intervenez à ce titre dans plusieurs médias. Et on va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Tout récemment, vous êtes intervenu dans plusieurs forums publics, donc, pour mettre en garde contre les dangers de ce que vous appelez le gouvernement des juges en Israël, un sujet d'autant plus brûlant que la Cour suprême israélienne au grand complet se réunit en ce début de semaine pour statuer sur le caractère légal ou non d'une loi votée le 24 juillet dernier par la Knesset limitant ce qu'on appelle le critère de raisonnabilité, Zvirut Ilara Zvirut, qui a été décrété par la Cour suprême dans le passé pour lui permettre de statuer, de casser des décisions de la haute administration, du gouvernement ou de la Knesset. Alors, comment vous jugez que le gouvernement des juges, ou du moins ce pouvoir omnipotent de la Cour suprême, tel qu'il est ressorti de la révolution judiciaire ou constitutionnelle du juge Aaron Barak, est un danger pour le pays? En fait, il faut voir quelles sont les idées fondamentales, justement, du juge Aaron Barak, que vous avez bien cité comme étant l'initiateur de cette révolution qui dure déjà quelques dizaines d'années, depuis les années 80 en fait, et qui aujourd'hui arrive à l'oreille du public parce que certains des parlementaires israéliens, conscients de la situation, ont décidé de s'y mesurer. Le phénomène fondamental qui est en jeu, c'est la nature de l'État d'Israël. Sommes-nous un État juif ou un État de tous ses citoyens? La conception d'Aaron Barak est qu'on doit devenir l'État de tous ses citoyens. Et celui qui analyse aujourd'hui les tendances démographiques en Israël voit que la Cour suprême, en tant que Bagatz, en tant que cour qui vient prendre des décisions sur les décisions du gouvernement, a tranché de manière systématique en faveur de décisions qui visent à réduire la majorité juive de l'État d'Israël. Par exemple, l'unification des familles palestiniennes contre l'avis du gouvernement visant à rapprocher des Palestiniens vivant en Judée-Samarie ou dans la bande de Gaza, épousant ou rejoignant des membres de leur famille en Israël. Ça, c'est le premier point. L'immigration massive de non-juifs venant de Russie et d'Ukraine, quand on applique la loi du retour de manière extensive, allant jusqu'à l'arrière-petit-fils, etc. Et les données statistiques sont claires qu'aujourd'hui, la majorité de ceux qui arrivent des pays de l'Est, selon la loi du retour, ne sont pas juifs. Troisièmement, avec le blocage systématique depuis des années des décisions gouvernementales visant à refouler les migrants d'Afrique, principalement d'Érythrée, et donc finalement favorisant un changement de la structure du pays au niveau démographique. Ça, c'est le danger fondamental qu'il y a dans cette révolution juridique. Je rappelle que si vous cherchez sur Wikipédia activisme shiputi, ce qu'on appelle activisme juridique, et vous cherchez la même valeur en français, ça va vous donner gouvernement des juges. Et ils reconnaissent parfaitement qu'ils sont activistes, ces juges. Et ils visent à maintenir ce pouvoir qu'ils ont déjà. En fait, la décision du 12 septembre ne changera en rien la situation, parce qu'ils ont des tas d'autres outils
pour casser des lois et casser des décisions gouvernementales. Alors, le problème qui est en fait au centre des polémiques actuelles, c'est que les adversaires de la réforme judiciaire engagée par la coalition de droite, la réforme Lévin, défendent l'idée que la Cour suprême, même avec toute sa subjectivité, son idéologie assez alignée, justement qui s'illustrait par la clause de raisonnabilité que le gouvernement actuel a voulu limiter, eh bien, l'argument, c'est que la Cour suprême constituerait un contre-pouvoir juridique face à la puissance des pouvoirs exécutifs, c'est-à-dire le gouvernement et législatif, le Parlement, notamment donc un contre-pouvoir qui aiderait à prendre la défense des droits, des libertés des minorités, nombreuses minorités de la société israélienne. La Cour suprême s'autodéfinissant en quelque sorte comme un contre-pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, les démocraties sont effectivement basées sur un équilibre des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir juridique. Et de facto, par exemple, je vais vous citer une des lois en France, les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs. C'est bien clair, on a une séparation des pouvoirs qui est fondamentale dans les démocraties. Mais si vous leur posez la question, quels sont les équilibres qui sont faits face au pouvoir des juges? Il n'y en a pas. Ça ne les a pas gênés jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est qu'à partir du moment où on a voulu remettre en place un équilibre sain entre les différents pouvoirs que s'est soulevée cette masse de manifestations. Il faudrait analyser profondément la base de ces manifestations qui amènent des centaines de milliers de personnes de manière régulière depuis des mois et des mois. Il y a quelque chose de fondamental qui se produit, qui a aussi une base démographique. Aujourd'hui, le monde laïque en Israël, dit de gauche, mais en fait qui est l'élite qui a les moyens économiques et les places centrales du pouvoir, par exemple dans les médias, à l'armée, dans les systèmes de sécurité, dans les grandes administrations, dans les grandes entreprises, se sentent menacés du fait que, au niveau démographique, ils ont moins d'enfants que les familles religieuses, qu'elles soient charédites ou sionistes religieuses, et donc ils savent qu'ils ne pourront pas reprendre le pouvoir de manière démocratique. Et ils craignent ces deux grands groupes qui sont le groupe dit Haredi et le groupe des sionistes religieux pour des raisons qui finalement on peut comprendre. Par exemple, le monde Haredi ne sert pas à l'armée. C'est un scandale. Et on a entendu les propos du député Eichler en début de semaine qui dit clairement, qui a tenu des propos haineux, anti-sionistes, associant le sionisme avec les Judenrat et soutenant que il y a eu des tentatives d'empêcher la Aliyah en Israël de juifs et que si ce n'était pas Dieu et leur étude, alors on ne serait pas sauvé. C'est des conceptions qui sont non seulement contraires à la réalité, mais qui sont en plus contraires à la Torah. C'est un autre sujet qu'il faudrait vraiment développer de manière détaillée. La deuxième crainte qu'ils ont, de manière paradoxale, c'est de dire que si les sionistes religieux arrivent à appliquer leur idéologie, à ce moment-là, on annexerait la Judée-Samarie, on aurait un déséquilibre démographique avec beaucoup plus de Palestiniens, et ça c'est un danger existentiel pour l'État d'Israël. Ne se rendant pas compte qu'en fait, les 15 juges, et surtout leur élite, qui en fait suit l'idéologie d'Aaron Barak, visent justement à casser cette majorité juive en Israël. Alors écoutez, justement, vous êtes intervenu dans certains forums, vous avez expliqué, en rappelant un enseignement datant de 4 décennies, du Rav, entre autres du Rav Léon Ashkenazi Manitou, qu'on avait affaire dans ce maelstrom, si vous voulez, qui s'appelle la réforme judiciaire et les protestations contre cette réforme, finalement une opposition entre la tentation de l'hyperlégalité ou du légalisme qui s'identifie finalement à une position très occidentale et face
Par contre, à la position hébraïque qui met en avant la moralité avant la légalité. C'est d'ailleurs pourquoi, justement, avez-vous rappelé, le Rav Léon Ashkenazi avait déjà, il y a de nombreuses années, mis en avant cette nécessité d'une réelle séparation des pouvoirs, et justement pour prémunir le pays contre le danger de ce qu'il avait appelé le super-empereur. C'était sa formule, que constituait déjà le conseiller juridique du gouvernement, une fonction, un homme ou une femme capable de casser n'importe quelle décision du gouvernement pourtant démocratiquement élu, et sans parler de la Cour suprême qui s'est arrogé ce droit. Alors revenons si vous voulez sur cette opposition, le légalisme formel occidental et au contraire l'accent mis par la pensée hébraïque et le droit hébraïque sur la moralité plus que le légalisme. Effectivement, la conception occidentale, c'est dura lex sed lex, et c'est la loi qui fixe. Mais en fait, la raison profonde, et à mon avis, va encore plus loin. C'est une conception aristocratique qui date depuis déjà Platon, qui conseille, l'homme qui pense va conseiller les décisionnaires, en fait, va les guider dans la voie qui est la bonne. C'est ça le fondement de ce qui se passe. Parce que Manitou disait que si les juges jugeaient selon la moralité à la rigueur, alors ça pourrait aller. Mais là, le problème est que il bafoue même la légalité, puisque la loi, c'est pas ce qui fixe. D'ailleurs, analysez les contrats qui sont fixés aujourd'hui. La plupart des grandes sociétés font leurs contrats à l'étranger. Pourquoi? Parce que le juge en Israël se donne le droit d'interpréter la loi comme bon lui semble. Quand les juges interprètent la loi comme bon leur semble, alors on a bafoué, on a sapé les fondements de ce qu'est un état de droit. Puisque moi, en tant que citoyen, ou n'importe qui, quel groupe en Israël ou qui voudrait passer devant la loi, à quoi ça lui sert de ne pas ignorer la loi? Puisque c'est le juge qui décide. Donc les juges s'étant octroyé cette décision disant que la légalité, à savoir leur décision, c'est ça la vérité, et avec un absurde absolu des thèses qui sont contre la réforme, qui dit oui, mais la démocratie c'est quelque chose de dangereux parce que la majorité peut imposer à la minorité quelque chose, comme si c'était arrivé où il y avait l'intention à quelqu'un d'imposer quoi que ce soit à cette minorité. Mais qu'en est-il de 15 personnes qui peuvent se tromper? Qu'est-ce qui est arrivé avec les accords d'Oslo? Qu'est-ce qui est arrivé avec ce qu'on a appelé la Hitnakut, à savoir le retrait du Gush Katif, renvoi des Juifs de Gush Katif? Qu'est-ce qui s'est passé avec le fait qu'ils aient entériné la libération de milliers de terroristes qui aujourd'hui dirigent les grands groupes terroristes qui tirent sur Israël et qui tuent des Israéliens, principalement des Juifs, tous les jours pratiquement. Donc on a ici un point central qu'il faut analyser, que Manitou avait déjà vu dans son génie en 84, quand il s'était aperçu d'un changement technique, que finalement le conseiller juridique, et aujourd'hui c'est les conseillers juridiques de tous les ministères, aujourd'hui un ministre ne peut pas aller lui-même au tribunal pour se défendre. C'est le conseiller juridique qui va lui dire. Alors il n'est plus du tout conseiller juridique, c'est lui qui décide. Donc finalement, le pouvoir n'a pas de pouvoir. C'est quelque chose d'absolument aberrant. C'est un système qui est spécifique à Israël. On en voit d'ailleurs les prémices aujourd'hui en Europe avec le Conseil européen qui en fait décide au-dessus des institutions démocratiques des différents pays en Europe, que ce soit par exemple avec l'Italie ou avec la France, surtout sur les sujets d'immigration. Alors, ne fait-on pas face aujourd'hui, justement, à vous écouter et à observer la réalité de tous les jours, à un risque très grave de déstabilisation des institutions et des pouvoirs constitués, notamment du pouvoir exécutif et législatif, en raison de ce légalisme formel, cette lettre de la loi dont on parlait, où l'on voit justement des juges décider de sujets essentiels pour la société et pour la gestion des affaires de l'État, en fonction
fonction de leur idéologie personnelle. Et c'est d'ailleurs ce qui a justifié l'un des axes, le premier qui a été adopté donc en juillet par la Knesset, la limitation de ce critère de raisonnabilité qui n'est ni plus ni moins qu'un règlement intérieur d'un club qui s'appelle le club des juges, qui d'ailleurs se recrute selon la formule Chaver Mevi Chaver, c'est-à-dire se cooptent les uns les autres parce que on fait rentrer dans ce cénacle des gens qui pensent de la même manière, qui ont aussi la même origine idéologique, si ce n'est, disons, aussi ethnique. Et donc on a l'impression, enfin, chaque pan de la réforme, il y avait 4 axes de la réforme qui étaient proposés par le ministre Levin. Un seul a été donc adopté, encore assez atténué, et on a l'impression qu'aujourd'hui il y a une levée de bouclier qui déstabilise complètement le pays, parce que les juges, comme vous l'avez dit, se sont octroyés ces prérogatives sans avoir été légalement mandatés pour ce faire, et ont eux aussi actionné le levier de la peur de la fin de la démocratie, etc. C'est-à-dire qu'en fait, toucher une once de leur pouvoir, ce serait remettre en cause la démocratie. C'est un paradoxe quand même. Oui, mais en fait, c'est pas une déstabilisation parce que c'est la situation depuis des années. Ce qui a changé, c'est la prise de conscience de certaines personnes. C'est pas des grandes majorités. La manifestation pour la réforme en début de semaine a attiré difficilement 10 000 personnes à Jérusalem, alors que ceux qui s'opposent à la réforme sont par centaines de milliers à chaque fois et depuis des mois. Alors, donc, il y a un vrai problème de prise de conscience aujourd'hui de la société israélienne. Il n'y a pas de déstabilisation parce que les gouvernements de droite, entre guillemets, le savent depuis des dizaines d'années. Et d'ailleurs, sur les 64 députés, il y en a déjà plus que 4 qui sont aussi contre la réforme. Ils l'ont dit clairement, comme Tzachi Hanegbi ou Gallant ou Bitton, etc. Donc, finalement, il y a un vrai problème, qu'il n'y a pas de majorité réelle pour faire une réforme profonde de, en fait, cette révolution antidémocratique qui a mis au pouvoir les juges avec toute une structure d'un deep state qui est apparue, qui tient les médias, qui tient la police, qui tient les hauts rangs de l'armée, qui tient les hauts rangs du Shabak et du Mossad. On a vu les propos haineux et antisionistes profonds d'anciens chefs du Mossad. Et la police au niveau de son élite, et donc en fait, et aussi les grandes sociétés et les riches d'Israël. Donc en fait, c'est une situation qui est déjà là depuis des années. Il y a un début de prise de conscience. Il n'y a pas de déstabilisation. Alors, j'entendais déstabilisation de la manière suivante, c'est que justement, je vais essayer de l'expliquer en vous posant une autre question. Est-ce que le véritable début de solution à cette polémique, à ces polémiques, à cette déchirure très profonde qui dure depuis 9 mois maintenant en Israël, ce ne serait pas justement que les spécialistes du droit public et les leaders de toutes les grandes formations politiques planchent enfin sur la nécessité, enfin la rédaction d'une véritable constitution pour le pays d'Israël, attendu qu'il est absolument impensable que notre pays ait pu traverser 7 décennies et demie sans un texte constitutionnel, même s'il y avait des lois fondamentales. Mais est-ce que justement la solution, c'est pas simplement d'examiner telle ou telle partie de la réforme qui a suscité une levée de bouclier de tous les nantis, aussi bien idéologiques que juridiques du pays, mais qu'on abatte le jeu de cartes sur la table une bonne fois pour toutes et qu'on rédige une constitution pour Israël. Est-ce que ça vous semble réaliste dans le climat d'aujourd'hui ? Pas du tout, j'y crois pas, parce que même si on faisait une constitution, ils déclareraient la constitution non constitutionnelle. Ils l'ont déjà fait. D'appeler une loi non légale, c'est pareil que de dire qu'une constitution est non constitutionnelle. On essaie de toucher au pouvoir. Si vous reprenez 1984 de Orwell, on est déjà dans le novlangue, puisqu'on appelle démocratie ce qui est l'antidémocratie, comme l'avait souligné Manitou à l'époque. On s'aperçoit que le héros dans 1984 ne mettait pas en danger le pouvoir en place, mais le simple fait de remettre en question le pouvoir en place était le problème. Ce qui se juge cette semaine au Bagatz, c'est ça.
c'est le fait de dire comment osez-vous mettre en cause le pouvoir que nous avons. Mais alors justement, je reviens sur ma question de déstabilisation parce que on vit une semaine très critique. Il va y avoir d'autres réunions de la Cour suprême en tant que bagatz dans les jours et les semaines qui viennent sur d'autres sujets connexes, notamment qui pourraient entraîner l'éventuelle destitution du Premier ministre, qui apparaîtrait comme légale alors qu'elle serait profondément illégale. Mais dans cette semaine très critique ou ces semaines très critiques qui s'annoncent, est-ce que justement ce débat ou ce faux débat ne risque pas de déstabiliser le pays? Pourquoi? Parce que ça déboucherait sur une crise constitutionnelle et institutionnelle sans précédent, notamment au cas où la Cour déciderait d'invalider la loi votée par la Knesset. Ce serait la première fois que la Cour suprême se permettrait d'anéantir, de rendre nulle et non avenue une loi qu'on appelle Chok Yesod, c'est-à-dire une loi fondamentale, ou en tout cas un amendement à cette loi. Ce serait un fait sans précédent qui entraînerait une confrontation face au pouvoir législatif et exécutif. C'est-à-dire on aurait affaire à un pouvoir judiciaire qui foncerait tête baissée contre les deux autres pouvoirs. C'est encore jamais vu de manière aussi frontale. Si, on l'a déjà vu de manière frontale, puisqu'il y a déjà des tas de décisions qui ont été révoquées par le Bagatz, et ça n'a fait aucune déstabilisation. Je pense que Netanyahou est suffisamment intelligent pour avoir pris conscience de ce phénomène, de ces faits depuis très longtemps, et il n'a jamais fait quoi que ce soit pour faire un changement profond de cette situation. Jamais. Et donc, je ne crois pas que, quelles que soient les décisions qui vont être prises dans l'avenir proche, ça changera grand-chose. Tant qu'il n'y a pas de prise de conscience massive de la population, et cette prise de conscience risque de se faire quand il sera déjà un peu tard, quand on aura une masse non-juive tellement impressionnante qu'on ne saura plus comment faire. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans les pays d'Occident avec l'immigration, et ça a des conséquences qu'on voit aujourd'hui en Europe. Alors ça risque de se passer ici. Donc une course de vitesse assez fondamentale. Merci en tout cas Ephraim Herrera d'avoir consacré du temps à ce débat. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et à notre prochain magazine. Et encore une fois, Shana Tova.